Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News à la une de l'activité de ce lundi 25 mars. Génocide à Gaza, le Conseil de sécurité adopte sa première résolution pour un cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis s'abstiennent. Génocide à Gaza, plusieurs martyrs et blessés au 171e jour de l'agression sioniste. On verra les détails dans quelques instants. Génocide à Gaza, toujours l'entité sioniste empêche l'UNRWA d'envoyer de l'aide humanitaire au nord. Et enfin, les élections au Sénégal, les résultats risquent de tomber cette semaine. Nous verrons les tendances les plus fortes tout à l'heure. Et je vous le disais en titre, après plus de 5 mois de génocide sur le peuple palestinien dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté aujourd'hui sa première résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, un appel bloqué plusieurs fois par les États-Unis qui se sont cette fois abstenus. La résolution adoptée par 14 voix pour et une abstention exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan, devant mener à un cessez-le-feu durable et exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil de sécurité pour leur attitude conciliante et constructive qui nous a permis aujourd'hui d'adopter ce projet de résolution qui n'avait que trop tardé. Une résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Et ce, afin de mettre un terme aux massacres qui, hélas, sont toujours perpétrés, et ce depuis 5 mois. Au cours de ces 5 derniers mois, le peuple palestinien a gravement pâti de cette effusion de sang qui se poursuit depuis bien trop longtemps déjà. Malgré les tentatives de dénigrement, Ammar Benjamin a tenu à saluer le travail effectué par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Le Conseil de sécurité assume ses responsabilités en tant qu'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Le Conseil de sécurité entend enfin l'appel lancé par la communauté internationale. Ces appels répétés émanant non seulement de la communauté internationale, mais également du secrétaire général, M. Antonio Guterres. Et à cet égard, nous redisons tout notre soutien au secrétaire général pour la position louable qu'il a adoptée et son soutien à cette cause juste. En dépit des campagnes haineuses qui ont été dirigées à son encontre. Et justement, pour prolonger notre discussion concernant le même sujet, nous recevons Riyad Sidaoui qui est en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Riyad Sidaoui, après plus de 5 mois de génocide, le peuple palestinien va peut-être voir le bout du tunnel, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter sa première résolution d'un cessez-le-feu 2 semaines après le début du mois sacré du Ramadan. Quelle lecture vous faites de prime abord de cette décision qui vient de tomber ? Je pense tout d'abord que c'est une victoire du peuple palestinien qui a beaucoup souffert
victoire aussi de la diplomatie algérienne qui a tout fait afin d'avoir ce cessez-le-feu. La première résolution a été bloquée par un veto américain. Cette fois-ci, l'Algérie, avec la suite de Malte ou d'autres pays, les États non permanents au sein du Conseil de sécurité, ont élaboré un texte. Finalement, le texte a passé. Les États-Unis d'Amérique, cette fois-ci, n'ont pas utilisé leur droit de veto comme la dernière fois, mais l'abstention. Et l'abstention, évidemment, ça ne dérange pas la résolution, donc la résolution a été adoptée. Et il faut souligner qu'on parle d'un cessez-le-feu, on ne parle pas d'une trêve, parce qu'il y a eu la trêve. La trêve, ça veut dire on va recommencer la guerre. Mais cessez-le-feu, donc, c'est pas une trêve, c'est un autre logique. Donc, c'est une victoire du peuple palestinien, de la diplomatie algérienne. Maintenant, comment concrétiser cette résolution? Est-ce que l'entité sioniste va accepter de cessez-le-feu immédiat ou non? S'il n'accepte pas, je pense, suivant la logique du Conseil de sécurité, il faut constituer une armée internationale et attaquer Tel Aviv et attaquer Israël militairement, comme ils ont fait avec l'Irak en 1991 ou la Libye en 2011. Donc, le Conseil de sécurité est pour concrétiser ces résolutions. Alors, Riyad Sidaoui, pensez-vous que justement les armes vont définitivement se taire? Vous avez un peu répondu, mais comment vous voyez les prochains jours? Je pense qu'Israël va accepter le cessez-le-feu puisque maintenant toute la communauté internationale, donc tout le monde entier est contre Israël, appelle Israël à un cessez-le-feu immédiat. Donc, et en plus avec les pressions américaines, je pense qu'ils vont accepter ce cessez-le-feu parce que sinon les Américains aussi sont les grands perdants dans le monde arabe et le monde musulman. D'ailleurs, au sein de l'humanité aussi, puisque les États-Unis d'Amérique, s'ils continuent à protéger inconditionnellement l'entité sioniste, ils vont perdre toute leur crédibilité dans le monde arabe et le monde musulman. On ne peut plus parler des droits de l'homme et de démocratie et de double discours. Donc, je pense que les Américains vont exercer des pressions sur le gouvernement de Netanyahou afin d'accepter et de concrétiser cette résolution. Voilà, monsieur Riyad Sidaoui, merci d'avoir été avec nous. Merci de vos explications. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Je vous dis à bientôt pour d'autres analyses. Alors, je vous le disais, pour le 171e jour consécutif, Rafah croule sous les bombardements sionistes, des bombardements qui ont ciblé différentes zones de l'enclave palestinienne. Selon le ministère de la Santé à Rafah, les forces sionistes ont commis 11 massacres contre des civils et des familles à Rafah durant les dernières 24 heures. Le bilan de la journée affiche 107 martyrs et 167 blessés. Et c'est à chaudes larmes que les habitants de la ville de Deir el-Balah ont pleuré leurs martyrs tombés la veille dans des raids sionistes. Un grand nombre de victimes, au moins 7, ont été tuées lors du bombardement d'une maison dans la région d'El-Hikr, Deir el-Balah, située, je le rappelle, au centre de Rafah. Même scène de désolation et de recueillement à Rafah, où une frappe sioniste a fait plusieurs martyrs et plusieurs blessés lors d'un bombardement d'une maison appartenant à la famille El-Stari. 5 autres personnes ont été tuées lors du bombardement d'une maison appartenant à la famille El-Koundi dans la région d'El Juneina entre hier et aujourd'hui. Amel Amzian Zitouni. Ils étaient en train de rompre leur jeûne lorsqu'ils ont été bombardés. Que pouvons-nous dire? Puisse Dieu s'en charger de cette bande de criminels. Quelle est leur faute? Ce sont des femmes et des enfants. Quand il fait, ce sont des déplacés, des gens qui continuent de fuir la mort. C'était à une heure où les membres des familles musulmanes se rassemblent autour de la table pour rompre le jeûne. C'est à l'heure d'El-Iftar que la frappe aérienne sioniste a eu lieu hier sur Rafah.
L'attaque a touché plusieurs maisons et a tué 13 Palestiniens. Leurs proches pleurent. Quelques-uns fouillent les décombres à la recherche de leurs biens dans une maison gravement endommagée. Mohamed Al-Kurdi a perdu plusieurs membres de sa famille lors de cette attaque. Il faisait l'iftar, il n'avait pas encore fini. Ma famille m'a appelé et m'a dit « La maison de mon grand-père a été touchée par une frappe. Mon oncle Ala et ma tante Sana ont été tués. Leurs enfants se trouvent dans un état critique à l'hôpital européen. Tout le monde est désormais déplacé. Ma tante est originaire de Gaza et ses enfants et son mari ont été tués. Ils se sont déplacés de Gaza et ils sont venus ici. La fille de ma sœur est déplacée de Khan Younes. Elle et ses enfants se trouvent dans un état critique. » Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, à la frontière égyptienne, était le dernier refuge pour la moitié de la population déracinée de Gaza. Désormais, cet endroit n'est plus sûr pour eux. Mohamed Al-Kurdi, anéanti, raconte les faits de l'attaque. Nous rompions le jeûne normalement et puis tout à coup nous avons entendu le bruit d'une explosion. Nous avons appris que la maison de mon grand-père avait été touchée. Mon oncle Ala, ma tante Ahmed, mon cousin Houssam ont été tués sur le coup et beaucoup sont tombés en martyrs. Il y a désormais 9 martyrs. C'est ça, c'est un génocide, c'est un massacre. Ce n'est pas seulement une guerre. Les attaques sionistes sur Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne, se sont intensifiées, faisant 30 morts ces dernières 24 heures, tandis que les opérations militaires visant les hôpitaux se poursuivaient. Les exactions sionistes de ces dernières 24 heures font grimper un bilan tristement lourd à Gaza. 333 000 martyrs et près de 74 700 blessés sont à déplorer depuis le début de cette campagne génocidaire, en grande majorité des femmes et des enfants. Justement, des groupes humanitaires ont averti aujourd'hui que la situation à l'hôpital européen de Gaza était inimaginable en raison des restrictions de l'entité sioniste. Une enquête médicale d'urgence a passé 2 semaines à l'hôpital européen. Près de Khan Younes, l'hôpital a été étendu à 1000 lits contre 200 initialement pour accueillir les patients de l'hôpital Nasser, principal hôpital de Khan Younes, que les forces sionistes ont attaqué le mois dernier. L'on estime que 22 000 personnes sont également hébergées à l'hôpital européen de Gaza. Le Croissant-Rouge palestinien annonce que des patients et membres du personnel de l'hôpital Al-Amal de Khan Younes ont été expulsés de force par l'armée d'occupation sioniste dans le cadre de son agression génocidaire qui se poursuit dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre. Le Croissant-Rouge a ajouté que 2 de ses employés avaient été blessés par balle alors qu'ils tentaient de retirer des décombres plusieurs cadavres autour de l'hôpital. Les forces sionistes poursuivaient d'ailleurs dans la journée leur attaque autour des hôpitaux de Gaza, suscitant des craintes pour les patients, les médecins et les personnes déplacées coincées à l'intérieur. Et puis les craintes autour d'une situation qui dégénère à Rafah renforcent l'idée selon laquelle les régions du sud de Gaza ne sont pas et n'ont jamais été sûres pour les habitants et les réfugiés contraints par l'entité sioniste de s'y déplacer sous le fallacieux prétexte qu'ils n'y courent aucun danger alors qu'ils sont bombardés nuit et jour à Rafah. La raison de notre dernier déplacement est la souffrance grave. Mon fils a été blessé et nous n'avons pas pu trouver de traitement pour lui dans le nord. Nous avons donc fui vers le sud à la recherche d'un traitement ou d'une opportunité de transférer mon fils en Égypte pour y être soigné. Nous sommes déplacés depuis 1 semaine et jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de médecin pour le soigner.
La situation à Gaza est très difficile. Les bombardements sont partout et ils ne s'arrêtent pas. Nous craignons d'être attaqués à Rafah. Malheureusement, nous n'avons pas été épargnés car une maison à côté de chez nous a été bombardée et nous avons perdu beaucoup de membres de la famille. Et puis dans un contexte de crise humanitaire aiguë soutenue par des pénuries généralisées au niveau de nombreux produits de première nécessité, quelques camions acheminant des aides humanitaires au compte-gouttes arrivent dans l'enclave pour se diriger vers les régions du Nord, sous réserve d'un laissez-passer de la part des forces sionistes qui utilisent la faim et la soif comme une arme de guerre en bloquant systématiquement le passage des convois d'aide humanitaire. Et ces manœuvres de l'armée sioniste visant à entraver le travail des groupes humanitaires présents sur place se multiplient de jour en jour. C'est notamment le cas vis-à-vis de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, empêchée une nouvelle fois d'envoyer des aides vers le nord de l'enclave palestinienne de Gaza, où des dizaines de milliers de personnes vivent et se mettent à arriver d'ailleurs, et qui sont traversées. C'est une zone qui est traversée par une véritable famine. L'UNRWA en effet annoncé par la voix de son chef Philippe Lazzarini d'être désormais formellement interdite par l'entité sioniste de toute livraison d'aide humanitaire dans les zones du nord de Gaza. En dépit de la tragédie qui se déroule sous nos yeux, les autorités sionistes ont informé l'ONU du fait qu'elle n'approuverait plus de convois alimentaires de l'UNRWA dans le nord de la bande de Gaza. L'agence reste la principale ligne de vie pour les réfugiés palestiniens. La faim, sciemment provoquée par l'entité sioniste dans les régions du nord de Gaza, mais également la soif. Plus aucune goutte d'eau potable n'est disponible à Jabalia, par exemple, où des files d'attente gigantesques se forment quotidiennement, bidons et autres jerrycans à la main. Ils sont des milliers de Palestiniens épuisés par les affres d'une agression qui dure depuis près de 6 mois, à espérer aussi avoir de quoi se désaltérer d'ici les prochains jours. Nous sommes dans le mois du Ramadan et nous luttons pour obtenir de l'eau dans nos maisons. C'est difficile et nous souffrons d'une grande détresse. Nous n'avons même pas de nourriture pour nous donner l'énergie d'aller chercher l'eau, sans parler des enfants innocents, des femmes et des personnes âgées. En fait, notre problème d'eau est un problème grave depuis le début de la guerre et pas seulement aujourd'hui. Nous souffrons beaucoup de l'eau parce que toutes les canalisations et les pompes ont cessé de fonctionner depuis le début de la guerre. Et en prévision de la session du jour au Conseil de sécurité consacré au vote du projet de résolution sur un cessez-le-feu à Gaza, le Premier ministre du gouvernement intérimaire, Mohamed Shtayyeh, a exprimé son espoir que le projet soit voté ce soir à l'unanimité au Conseil de sécurité lors de la session gouvernementale tenue aujourd'hui à Ramallah. Shtayyeh a exhorté les pays membres à contraindre l'entité sioniste de mettre en œuvre cette décision car son comportement criminel en tant que entité qui se place au-dessus du cadre international et des lois, et en tant qu'État criminel surtout, fait de ceux qui le soutiennent des complices du crime de génocide. Il faut arrêter de protéger Israël aux Nations Unies, car il s'agit d'un État voyou. Le Conseil des ministres suit les crimes perpétrés contre notre peuple dans la bande et fait tout son possible pour lever cette souffrance en acheminant de l'eau et en coordonnant les aides et autres. Nous travaillons avec tous les pays pour mettre un terme à l'agression et cela est la base de tout effort. N'est-ce pas suffisant à la machine à tuer israélienne l'exécution de plus de 32 000 personnes dont la majorité sont des enfants et des femmes? N'est-ce pas suffisant pour la machine à tuer israélienne de blesser plus de 72 000 personnes, dont la majorité sont des femmes et des enfants? N'est-ce pas suffisant pour la machine de destruction israélienne, la destruction de plus de 281 000 unités d'habitation entre des destructions générales et partielles et le déplacement de plus de 1,6 million de personnes?
Cela est-il possible que le quai maritime en cours d'achèvement sur la plage de Raza, à partir des débris des bâtiments démolis, soit mélangé avec les cadavres des martyrs ensevelis sous les décombres? C'est un quai d'un passage maritime qui sent l'odeur de la mort. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos martyrs, liberté à tous les détenus et à mon frère Marouane Barghouti et un prompt rétablissement pour les blessés. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré dans la journée, lors d'une visite en Jordanie, que Gaza avait besoin d'un approvisionnement massif en aide humanitaire dès maintenant. S'exprimant lors d'une conférence de presse avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, le chef de l'ONU a déclaré que davantage de points d'entrée dans l'enclave devraient être ouverts. Il est absolument essentiel de disposer dès maintenant d'un approvisionnement massif en aide humanitaire et cela signifie ouvrir davantage de points d'entrée. Cela signifie une concentration des efforts de toutes les entités sans obstacle et sans limite de la part d'Israël. La décision de ne pas autoriser les convois de l'UNRWA à se rendre au nord de Raza, où nous vivons une situation de famine dramatique, est totalement inacceptable. Et ceux qui ont pris cette décision doivent assumer la responsabilité face à l'histoire des conséquences de cette décision par rapport à la situation dramatique de la population dans le nord de Raza. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, indique un communiqué du ministère. Lors de cet entretien téléphonique, les deux ministres ont échangé les vues au sujet des derniers développements concernant la situation à Raza, mettant l'accent également sur les négociations en cours au sein du Conseil de sécurité concernant le projet de résolution présenté par les 10 membres élus de l'organe onusien dans l'objectif de promouvoir un cessez-le-feu immédiat, durable et sans condition à Raza. Il y a lieu de relever qu'au sein du groupe dit E10, l'Algérie a été à l'origine du dit projet de résolution dont elle a négocié le contenu avec les autres membres du Conseil de sécurité, rappelle le communiqué. Cet appel est intervenu dans le cadre du vote de ce projet de résolution, souligne le ministère dans son communiqué. Et puis ouvrons à présent le dossier des élections présidentielles au Sénégal et la victoire quasi certaine de l'opposant Diomaye Faye au premier tour de ce scrutin inédit dans les annales de l'histoire politique du pays. Son adversaire est autre que le favori pour la victoire finale, Amadou Ba, qui aurait déjà concédé la défaite. Mohamed Ouali Ben Chaban. Au lendemain de l'élection présidentielle au Sénégal, l'enthousiasme est palpable dans les rues de la capitale Dakar, alors que les journaux locaux proclament la victoire anticipée du candidat Bassirou Diomaye Faye à l'heure 1. Malgré l'absence de résultats officiels qui nous devraient être annoncés prochainement, les partisans du favori expriment leur joie et leur confiance dans les résultats préliminaires diffusés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le Sénégal a démontré que c'est une grande démocratie en Afrique de l'Ouest. Nous attendions les élections depuis un moment. Malheureusement, il y a eu beaucoup de faits, beaucoup de reports de la part du président. Les Sénégalais, à un moment donné, étaient impatients. Donc finalement, les élections ont eu lieu. Le candidat favori, disons, du peuple sénégalais a gagné et on est tous contents pour ça. Cette célébration anticipée est également marquée par une atmosphère de tension. Les partisans de l'opposition se rassemblent devant le domicile d'Ousmane Sonko pour exprimer leur mécontentement face aux premières indications de résultats donnant l'avantage au candidat Bassirou Faye. Un président jeune. Tout le monde a vu le résultat. M. Diomaye Faye a bien gagné les élections. Pour l'autre côté, il faut qu'il soit vraiment un peu fair play, comme l'avait fait Macky Sall avec Abdoulaye Wade. Vous savez, quand Macky Sall gagnait Abdoulaye Wade, avec toute la grandeur du président Wade, Wade a félicité Macky Sall dès le soir. Pareil, normalement, M. Amadou Ba, qui est le principal rival, devait faire de même. C'est vraiment, les résultats sont là et clairs.
Malgré les incertitudes, les citoyens sénégalais attendent avec impatience les résultats officiels qui détermineront le prochain président de la République qui aura pour mission de sortir le pays de sa léthargie et de ses années de crise et de blocage. Et puis on arrive à la fin de notre rendez-vous avec l'information du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'échiquier international. En attendant, je vous souhaite Saftalkoum.